C'est un serpent long d'1,50 m, une couleuvre de Chine. Nous ne sommes pourtant pas en Asie, mais dans la campagne flamande. Le serpent ratier n'est pas dangereux, mais depuis 6 ans, il se reproduit rapidement le long de ces voies de chemin de fer. C'est un serpent assez grand. C'est assez effrayant, effectivement. Oui, oui. Donc il y a des histoires ici de les serpents qui entrent dans les maisons. Le biologiste est le seul chasseur de reptiles du pays. Il en capture une 30aine chaque année. Ce serpent est ce qu'on appelle une espèce exotique envahissante. Elle est sous contrôle, la population? Non. Probablement, il est en train de grandir. La ligne de chemin de fer est un véritable boulevard. Le serpent peut se déplacer facilement. L'Allemagne, les Pays-Bas et la Wallonie ne sont pas loin et il n'y a aucun prédateur à l'horizon. En 2006, l'espèce se serait échappée de ce magasin vendant des reptiles et situé juste à côté. Maintenant, on ne peut plus vendre cette espèce en Flandre parce qu'il y a une population à Liberté. On peut en acheter encore en Wallonie? Oui. Ça pose quand même un réel souci, hein? Oui, bien sûr. On n'a jamais pensé que cette espèce pouvait, parce que c'est une espèce qui vient d'Asie, que ça peut former une population. Même s'il est effrayant, ce serpent est loin d'être l'animal invasif le plus problématique pour notre pays. C'est un danger pour la planète largement sous-estimé. Les espèces invasives exotiques sont une menace pour la biodiversité. De ce crabe sibérien en mer de Norvège au python birman qui ravage la faune américaine, les invasions prennent toutes les formes. On l'a longtemps appelé l'invasion silencieuse à l'université de Namur parce que finalement c'est des bestioles qui sont introduites mais dont personne ne se préoccupe vraiment. Sans aucun prédateur, porteurs de maladies, ils supplantent nos espèces indigènes et ont un impact catastrophique sur l'économie. 1288 milliards de dollars dépensés en 50 ans. En Belgique, les super champions invasifs s'appellent frelons asiatiques, berce du Caucase ou ratons laveurs. C'est quoi la suite? On l'euthanasie par balle. Les dégâts sur l'environnement, mais aussi sur l'économie sont déjà bien visibles. Mais malgré cela, certains magasins continuent à vendre des espèces invasives en toute illégalité. Ça, c'est l'écrevisse obusienne qui fait beaucoup de dégâts chez nous. Ouais, mais pourquoi les autorités ne font rien, en fait? Manque de courage politique. Pour débuter notre enquête, on vous emmène d'abord dans le sud du pays, sur les traces du raton laveur. Ici, l'animal est devenu le problème numéro 1 en termes de prolifération. Il faut chercher des empreintes. Ok. Alors, là, on a des empreintes de raton laveur, là. Et là. Oui, donc en fait, on peut placer la cage ici. Benoît Leris est un piégeur professionnel. À ses côtés, une scientifique qui étudie le comportement de l'animal. En fait, vous avez une palette et donc dès que l'animal rentre dedans, il appuie sur la palette et il déclenche tout le mécanisme et une porte va se fermer, tout simplement. En fait, le raton laveur mange tout. Mais ça veut dire qu'il mange aussi des batraciens, des oisillons, des œufs dans les nids, des écrevisses, des poissons. Vous avez 18 ans de métier, vous m'avez dit, 18 ans de métier, et vous avez vu un pic de ratons laveurs en 18 ans? Oui, disons qu'on les a vraiment vus arriver dans les années 2005-2006 et une fois 2010, là, on commence à en voir régulièrement un peu partout, quoi. En 20 ans, les ratons laveurs ont conquis toute la Wallonie. Ils seraient entre 50 et 75 000. Benoît en a capturé plus de 2000 en 18 mois. Vous les étudiez, on a même vu vous placer des caméras. Oui, donc là, c'est parfois pour comprendre la taille des groupes sociaux ou bien c'est pour voir un peu quelles sont les interactions avec d'autres espèces indigènes. Ce qui inquiète la scientifique, ce sont les contacts potentiels avec l'homme, car l'animal est vecteur de la rage et porteur d'une maladie préoccupante, le Bellis ascaris.
C'est un ver dont le raton laveur est l'espèce hôte et qu'il peut causer des troubles, différents troubles physiologiques et ça peut parfois aller jusqu'à la mort. Il ne faut certainement pas caresser les ratons laveurs aussi en raison de ce problème-là, quoi. Les interactions avec l'homme sont de plus en plus nombreuses, car aujourd'hui, ils s'introduisent dans les maisons aux alentours. Ils rentrent par ces petits trous-là. Ils passent là, entrent là. Ils vont dans le poulailler, là, et alors ils renversent tout, ils cherchent de la nourriture, ils abîment beaucoup. Le raton peut s'attaquer à vos poules ou à vos animaux de compagnie. Le chat de cette voisine y a laissé un œil. Le vétérinaire a retiré sous l'arcade sourcilière une griffe qu'il ne savait pas très bien identifier et après 5-10 minutes, il nous a dit que c'était un raton laveur. Et suite à ça, les problèmes se sont empirés et il a perdu son œil. Il y a des gens qui leur donnent à manger, qui les considèrent comme des animaux presque de compagnie. Oui, parce que l'animal, évidemment, est très joli. C'est vrai, quand l'année dernière, quand j'ai observé les jeunes, on se croirait dans un film de Walt Disney, quoi. Yes! Yes! Une fois qu'ils trouvent de la nourriture chez vous, ça devient très compliqué de s'en débarrasser. Ils reviennent de plus en plus nombreux. Le raton est d'origine américaine. Il a été importé notamment par des GIs qui en avaient fait leur mascotte. La région wallonne essaye tant bien que mal de contenir les populations. Des pièges et des caméras sont placés à plusieurs endroits, en pleine forêt, le long de cours d'eau, mais aussi dans cette carrière. Ici, le raton laveur décime les rares populations d'hirondelles de rivage. Il n'y a pas des populations d'hirondelles de rivage partout et on sait qu'elles peuvent être sujettes à la prédation parce qu'on a déjà eu un cas il y a 2-3 ans dans une carrière au nord de Liège où la moitié des nids qui étaient bâtis dans des tas de sable ou dans des flancs sablonneux avaient été creusés par le raton laveur et consommés. On voit bien que cette espèce progresse et que même quand on la limite, on n'arrive pas à la limiter assez que pour qu'elle ne progresse pas et elle va encore progresser dans son aire de répartition dans les prochaines décennies. Si on voulait correctement limiter les populations de ratons laveurs, il faut des ressources humaines beaucoup plus importantes que ce qu'elles sont actuellement. On reviendra plus tard pour voir si les pièges ont fonctionné. Mais une question soulevée par notre piégeur. En mettant des millions sur la table, peut-on éradiquer une espèce? Est-ce la solution? On vous emmène dans le pays européen qui a décidé de mener une guerre totale aux invasifs. On ne va pas loin, à quelques kilomètres de la frontière, dans les polders gagnés sur la mer. Nous avons rendez-vous avec des chasseurs de rats musqués, des rongeurs qui causent de gros soucis aux infrastructures. C'est un gros rat? Oui, un adulte de taille normale. Ils font pas mal de dégâts? Oui, si vous les laissez faire, ils creusent 1 mètre cube de sable par an. Le rat musqué vient d'Amérique du Nord. Il a été introduit en Europe au siècle passé, notamment pour sa fourrure. Certains se sont fait la malle ou ont été relâchés. Aujourd'hui, ils ont conquis l'Eurasie, de Brest à Vladivostok. La grande partie des Pays-Bas se trouve sous le niveau de la mer, entourée de digues. Et les rats musqués creusent des terriers aux alentours des cours d'eau, le long des fossés dans les digues. Fragiliser les digues, ça veut dire provoquer des inondations. Ici, on a pris la mesure du risque. En 10 ans, les Pays-Bas ont donc investi 350 millions d'euros. Il y a combien de piégeurs aux Pays-Bas? Environ 400. 400 piégeurs, ils ne sont que 20 en Wallonie. Dans les années qui viennent, le nombre de rats devrait drastiquement diminuer aux Pays-Bas grâce à des moyens financiers colossaux. L'intérieur des Pays-Bas est débarrassé, enfin quasiment débarrassé des rats musqués. Si vous revenez en 2004, nous avions piégé plus de 400 000 rats musqués aux Pays-Bas. L'année dernière, en 2021, c'était 45 000.
Vous pensez que l'espèce sera éradiquée en 2 ou 3 ans? Non, ce n'est pas possible en 2 ou 3 ans. Nous en avons trop à certains endroits. Et nous n'utilisons pas le terme éradiqué, car nous avons encore des flux en provenance d'Allemagne. Se débarrasser totalement de l'espèce semble donc perdu d'avance. Il aurait fallu agir dès son apparition dans les années 40. Aujourd'hui, on peut au mieux contenir les populations. Agir dès l'invasion, c'est la seule solution. En Belgique, une espèce exotique a fait récemment son apparition. Il est très foncé, la partie arrière également jaune-orangé. Souvent, on le retrouve grâce à ses pattes jaunes. On vous présente le frelon asiatique. La mission du jour pour ces 2 apiculteurs, enlever un nid de frelons. Un insecte qu'ils connaissent bien, c'est dans leur rucher qu'en 2016, le frelon a été repéré pour la première fois en Belgique. 6 ans plus tard, une reine a de nouveau installé son nid. On l'a déjà vu donc à l'œuvre, s'attaquant à nos abeilles. Elle les attrape et alors elle décortique l'abeille pour partir avec l'abdomen pour nourrir ses larves. Le frelon asiatique s'en prend au rucher et empêche les butineuses de sortir librement. Une machine à tuer qui les attaque, même en plein vol. Il faut donc agir vite. L'apiculteur a dû suivre une formation à la faculté de Gembloux pour réaliser cette destruction. Il faut faire très attention parce que le frelon asiatique peut être vraiment agressif et peut vraiment atteindre notre intégrité physique. Et dès que le nid se sent attaqué, énormément de sujets peuvent sortir en quelques secondes et à ce moment-là, c'est là que le danger vraiment débute. On peut multiplier les piqûres et fatalement, ces piqûres sont beaucoup plus importantes qu'une abeille classique. On peut se retrouver à l'hôpital? Oui, très certainement. Au bout de la rue, d'ailleurs, l'année passée, ça a failli très mal tourner pour une personne. Le frelon asiatique a été importé par accident par un horticulteur français en se faisant livrer des poteries de Chine. Une seule reine serait à l'origine de l'ensemble des frelons qui envahissent l'Europe. Aujourd'hui, il est essentiellement présent en Wallonie, un peu en Flandre, mais demain, ce sera tout le pays. L'Allemagne est déjà touchée, la Hollande aussi. Il y a des cas en Angleterre, donc il va continuer d'avancer. Certains apiculteurs parlent de pertes estimées à la moitié de leurs abeilles. Pour enlever des nids de frelons, il existe aussi des sociétés spécialisées. Michael Debière a réalisé plus de 230 interventions l'année passée, principalement dans le Hainaut. Aujourd'hui, l'opération consiste à enlever un nid situé à 20 mètres de hauteur. Celui-ci a été neutralisé l'année passée à l'aide d'une pique similaire à celle-ci. Quand on pénètre avec la perche, il y a à l'extrémité de cette perche, il y a un aiguillon qui va venir diffuser l'insecticide au centre et de façon étagée dans tout le nid. Le procédé n'est pas sans danger. Comme on le voit dans cette vidéo amateur, si on casse le nid, les frelons peuvent attaquer dans un rayon de 80 mètres. Oh là 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 là, c'est géant, c'est géant! Si on tient compte d'une population de 3000 insectes, le potentiel de neutralisation de ce nid par rapport aux abeilles sera de 1, voire facilement 2 millions d'abeilles neutralisées par ce nid. Une intervention à cette hauteur coûte plus de 500 €. C'est la région wallonne qui paye jusqu'à présent. Alors si il y avait un manque d'action sur la régulation des nids, il va arriver un moment où on va être complètement dépassé et là il va y avoir un très gros problème au niveau de l'espèce invasive qui sera bien installée et là il sera bien trop tard pour agir. Alors que le frelon asiatique n'est là que depuis 2016 en Wallonie, son évolution est exponentielle. Il est déjà trop tard pour s'en débarrasser. À une centaine de kilomètres de là, on vous invite à plonger dans la Meuse. À la recherche d'un super invasif, la moule zébrée de la mer Noire. Pas difficile de la trouver, il y en a par endroits 40 000 au mètre carré, tellement nombreuses que la Meuse est devenue plus claire,
ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Ce sont des organismes filtreurs, donc elles vont filtrer tout ce qui est phytoplancton et donc les microalgues qu'on peut retrouver dans la Meuse, qui sont la base de la chaîne alimentaire. Et donc en fait, en retirant le phytoplancton, en retirant ces algues, elles affaiblissent tout le reste de la chaîne. Ça vous paraît compliqué? Ce n'est pas grave, on vous explique. La moule mange tout le phytoplancton, en gros des microalgues, qui est la base de la chaîne alimentaire. Donc il n'y a plus assez de nourriture pour le zooplancton, le plancton animal, ni pour les poissons. Bref, plus de vie dans la Meuse. Et ce n'est pas tout. Le long des fleuves, les écluses, les grandes usines nucléaires sont impactées par cette minuscule moule zébrée. Toutes ces centrales finalement pompent l'eau des rivières pour refroidir leurs installations. En pompant l'eau, elles peuvent pomper les larves de moules en même temps. Et les moules finalement se retrouvent dans des circuits fermés, sans prédation, où il fait relativement chaud toute l'année. Donc elles peuvent se développer en grande quantité. Et dans certains cas extrêmes, ça peut arriver jusqu'à l'obstruction complète des canalisations ou des tuyaux de refroidissement. Aux États-Unis, il y a le chiffre symbolique d'1 milliard de dollars par an, rien que pour gérer la moule zébrée, oui. 1 milliard par an? 1 milliard par an. C'est énorme. C'est énorme. Les gens ne se rendent pas compte en fait. Non, et on l'a longtemps appelé l'invasion silencieuse à l'université de Namur, parce que finalement c'est des bestioles qui sont introduites mais dont personne ne se préoccupe vraiment, on ne les voit pas. Et une fois qu'on les remarque, il est généralement trop tard, elles sont à des densités beaucoup trop importantes. Aucune solution n'a été encore trouvée pour se débarrasser définitivement de cet invasif. Pour savoir comment cette moule a pu littéralement polluer tous nos cours d'eau, il faut remonter ici, au port d'Anvers. Plaque tournante du commerce en Europe, c'est l'un des lieux d'entrée des espèces invasives. Une analyse ADN a démontré que la moule a transité du Caucase vers les États-Unis avant de revenir comme un boomerang en Europe, envahir nos fleuves. Les moules zébrées s'accrochent aux cales des navires, mais ce n'est pas tout. Les eaux de ballast des bateaux sont remplies de micro-organismes invasifs. Il faut savoir qu'un porte-conteneur a plusieurs dizaines de tonnes d'eau de ballast en fond de cale. Et donc lorsqu'ils remplissent leurs eaux de ballast dans un port et qu'ils les déchargent finalement dans un port de l'autre côté de l'océan, ça peut transporter toute une série d'espèces. Depuis 2004, les bateaux ont l'obligation de larguer leur ballast en pleine mer, mais trop tard, le mal est fait. Dans ces containers remplis de marchandises venant des 4 coins du monde se cachent d'autres envahisseurs. Une solution, l'introduction d'un gaz mortel. Le processus demande un haut niveau de sécurité. Parfois, on trouve une araignée ou un serpent lorsqu'on commence à gazer. Donc, j'ai dû dire aux gens qu'ils ne devaient pas décharger le conteneur avant la fin du gazage. Sinon, on a peur que les travailleurs qui doivent décharger le conteneur soient aussi en danger. On injecte du fluorure de sulfuryle, on attend ensuite 24 heures et le tour est joué. Le procédé n'est pas très écologique, mais il est efficace. Parfois, nous gazons une centaine de conteneurs par jour, parfois 10. Ça dépend un peu de l'offre et de la demande. S'il y a des conteneurs avec des troncs d'arbres, il arrive qu'il y en ait 100, 200 à la fois. 200 sur les dizaines de milliers de containers qui arrivent à Anvers par jour. Et ce gazage se fait généralement à la demande des propriétaires de marchandises et à leur charge. Autant dire que c'est clairement insuffisant. Alors, on ne s'étonne pas de capturer ici l'une des invasions biologiques les plus préoccupantes, le moustique tigre. Originaire d'Asie, il a fait son apparition en Europe dans les années 90. À Anvers, nous avons rendez-vous à l'Institut de médecine tropicale qui a capturé plusieurs spécimens. Dans le port d'Anvers, en 2013, dans un conteneur avec des plombs de bambou, nous avons également découvert des larves de moustiques tigres dans l'eau avec laquelle ils ont été transportés. Vous pouvez donc reconnaître le moustique tigre à ses pattes rayées, blanc, noir, contrastant, et l'extrémité de la patte arrière est toujours blanche. Mais le plus important est en fait les rayures sur le dos.
Si l'Institut s'intéresse de près à ce moustique, c'est qu'il peut transmettre des maladies graves, la dengue, le chikungunya et le Zika. Il faut pour cela qu'une personne infectée de retour d'un pays tropical soit piquée par le moustique tigre, qui transmettra à son tour la maladie. La dengue est une maladie bien connue. Dans certains cas, vous ne remarquerez rien, mais dans 1% des cas, cela peut devenir grave. Vous pouvez attraper une dengue hémorragique qui peut vous tuer, et il n'existe aucun vaccin contre cela. C'est un peu la même histoire avec d'autres virus comme le chikungunya ou le Zika. C'est particulièrement dangereux pour les femmes enceintes, car alors vous avez des cas de microcéphalie. Les parkings d'autoroutes sont particulièrement surveillés. Les camions, les voitures provenant du sud de l'Europe embarquent ce moustique, passager clandestin. L'aire de Wanlin est l'un des stops sur la route du retour des vacances. On aperçoit ici régulièrement le moustique tigre. Pour contenir l'invasion, ce spécialiste mandaté par la région utilise une arme redoutable. Un entonnoir, un bout de tube et c'est parti. Tout à fait. C'est un peu ce qu'on essaye de démontrer, c'est qu'avec des solutions simples, il y a moyen d'avoir un grand impact. Alors monsieur Hendrick, c'est quoi ce produit que vous utilisez contre les moustiques? Ce sont des bactéries qui causent une indigestion au niveau des larves de moustiques. Donc en fait, c'est la nourriture pour larves de moustiques. Et ça va se diffuser dans l'eau. Les larves mangent les micro-organismes et ils vont avoir une indigestion et ils vont en mourir. En France, il y a déjà des petites épidémies locales de maladies tropicales, de dengue ou de chikungunya. Et chaque année, sur le pourtour méditerranéen, depuis les 12-15 dernières années, il y a une petite épidémie de quelques cas. C'est intéressant d'aller voir en France comment eux combattent le moustique tigre. Ils ont peut-être une longueur d'avance. Ils ont sûrement une longueur d'avance. C'est-à-dire que là, ils sont déjà avec des grandes populations et ils commencent à appliquer des luttes de masse comme des mâles stériles et ce genre d'approche. En France, la lutte contre les moustiques est une vieille tradition. Dans les années 50, il était impossible de poser une serviette sur la plage 5 minutes sans se faire piquer. Pour attirer les touristes, on a mis en place de grands moyens. Toute cette expérience de suivi des populations de moustiques et d'utilisation d'insecticides biologiques pour leur contrôle a été mise à contribution lors de l'arrivée du moustique tigre. Frédéric Simard étudie depuis plus de 15 ans les moustiques. Il a également contribué à l'enquête Invacost, une étude internationale sur les coûts économiques des espèces invasives. Estimation, 1200 milliards d'euros entre 1970 et 2017, un chiffre tellement fou qu'on vous le met en grand. C'est pas du tout exagéré, c'est 20 fois le budget de l'OMS et des Nations Unies réunis par an. C'est plus important que le PIB de 50 sur 54 pays africains, donc c'est énorme, tout simplement énorme et colossal. Rien que le moustique tigre, depuis qu'il est invasif, c'est près de 100 milliards d'euros. C'est énorme. C'est énorme et c'est essentiellement les coûts de santé, les coûts de prise en charge et d'hospitalisation des gens qui tombent malades. Malgré les insecticides, il a été impossible d'éradiquer ce vecteur de maladie tropicale. Un problème qui concerne tous les touristes qui se rendent en vacances dans le sud de l'Europe. Un espoir pourtant dans la panoplie anti-moustique avec ce drone rempli de moustiques stériles. Et tu les largues en combien de temps? Là, nous, on était sur des quantités de 10 à 15 000 l'été dernier et on faisait ça en 6 à 8 minutes. Les moustiques sont colorés en vert pour pouvoir les reconnaître et les suivre dans leur progression. Ils sont endormis au froid dans une glacière à 10 degrés. Et donc ils vont être relâchés, endormis et se réveiller en vol. 8 minutes de vol, un largage de 40 000 moustiques stériles. Des mâles qui rendront à leur tour les femelles stériles. Si un œuf il est pondu, la femelle ne se rend compte de rien, mais l'œuf n'est pas fertilisé au moment de la ponte et donc il n'éclora jamais. Les tests sont concluants, mais malgré cela, les scientifiques pensent qu'on ne l'éradiquera pas complètement. Il est déjà trop tard. Son expansion est incontrôlable. Depuis 1992, le moustique tigre s'est implanté dans une vingtaine de pays européens. Je pense qu'il va falloir vivre avec ce moustique et aussi en Belgique,
en tout cas dans les années qui viennent. Retour en Belgique. Cette nuit-là, les caméras ont enregistré la capture de ratons laveurs. Le lendemain matin, Benoît Loris, notre chasseur de la région wallonne, vient inspecter les pièges. Ah ben tu vois, en voilà un, tiens, capturé cette nuit. C'est quoi la suite? Ben on l'euthanasie par balle. Par balle? Par balle, oui. Oui, malgré sa bouille sympathique, nous n'avons pas d'autre solution que de devoir limiter la population. Et la seule façon de le faire, ben, c'est en éliminant une partie des individus. Vous n'avez pas pitié de ce raton laveur? C'est le problème avec ce genre d'espèce. Son élimination révulse certains amoureux de la nature. Les autorités refusent donc que nous filmions leur euthanasie. Et faire la chasse à la bernache, ça ne passe pas non plus. La bernache, c'est cette oie majestueuse qu'on peut observer facilement en Belgique. L'animal vient d'Amérique du Nord. Il a été introduit par des particuliers sur des plans d'eau. En 20 ans, la bernache s'est installée partout en Wallonie. Pour freiner son expansion, une brigade du DNF se rend sur une des îles de la Meuse. Le département Nature et Forêt de la région wallonne a repéré ici un lieu de ponte privilégié des bernaches. Donc l'objectif ici, c'est clairement de diminuer la population des bernaches pour qu'au final, il y ait moins de nuisances, quoi. Aussi bien pour l'environnement que pour l'humain. Bon, allez, à l'attaque. Il y a beaucoup de bernaches ici dans le coin? C'est l'île où on a le plus d'œufs à piquer, normalement, oui. Regarde, il y en a une là. Certains spécimens sont particulièrement hargneux, ce qui est tout à fait normal par rapport au travail qu'on mène. Et donc, on doit parfois protéger son collègue. Donc, l'idée ici, c'est de faire un petit trou, de ne pas casser la coquille. Comme ça, dans l'espoir que la bernache va retourner sur le nid couver ses œufs et ne va pas réenclencher une ponte supplémentaire. Des images moins choquantes que l'euthanasie des bernaches qui se tient loin du public et des caméras. C'est quoi le problème avec cette bernache? Donc ça peut passer de dégradation de berges, de dégradation de milieux ou d'habitats humides, jusqu'à l'eutrophisation des milieux ça veut dire naturels. Quoi, ça, l'eutrophisation? Donc eutrophisation, c'est l'enrichissement des eaux ou des milieux suite aux déjections de l'espèce. Il faut savoir qu'une bernache du Canada mange beaucoup d'herbes, elle a un mauvais système digestif qui entraîne beaucoup de déjections derrière. À moins d'1 kilomètre de là, cet agriculteur essaye de chasser l'animal avec des moyens dérisoires. Il y a parfois jusqu'à 300 bernaches qui dévorent l'herbe de son champ. Aucune indemnisation n'est prévue pour ce genre de dégâts. On peut considérer que ça mange comme 6 bernaches mangent comme une vache. Ça dure depuis combien de temps en fait Ça fait 20-25 ans que ça dure. Il y a un manque à gagner? Bah oui, énormément. À partir du mois de juin, on doit commencer à nourrir les bêtes ici. Avec du fourrage, c'est ça? Ou alors retirer des bêtes. Avec du fourrage, du foin. J'essaye de ne pas trop le chiffrer parce que ça me rend... Ça va faire mal. C'est à la limite de voir s'il faut continuer à exploiter la prairie, quoi. Justement, vous me dites parfois il y a le DNF qui fait des actions d'euthanasie des bernaches, mais que c'est pas bien vu par la population. Les gens crient, c'est ça? Oui. Mais qu'est-ce qu'ils disent en fait? Mais qu'est-ce qu'ils disent? Qu'on est des assassins. Qu'on est des assassins. Tuer des bernaches pose problème en Wallonie. On ne peut d'ailleurs pas chasser l'animal toute l'année. Pourquoi? Eh bien, la réponse officielle est déroutante. Des naturalistes ont observé une bernache qui a migré du Canada pour nicher en Irlande. À cause de cette unique bernache, l'espèce est considérée là-bas comme faisant partie de la faune sauvage. En conséquence, elle est aussi protégée dans toute l'Europe.
impossible d'éliminer totalement les populations alors qu'elles coûtent des millions d'euros en frais de gestion. La bernache n'est donc pas sur la liste européenne des espèces invasives. Des espèces évidemment interdites à la vente, mais vous allez le voir, il est assez facile d'en trouver dans les magasins d'aquariophilie. En caméra cachée, nous sommes accompagnés par Arnaud Monti, un bio-ingénieur de la faculté de Gembloux. Ça c'est clairement une plante invasive, il n'y a pas photo, elle n'est pas listée. Mais elle pourrait. Elle pourrait, et en tout cas, clairement ça pose problème. L'expert inspecte attentivement les aquariums et bassins. En cherchant bien, on tombe sur un super invasif. Donc ça c'est une écrevisse interdite qui est listée et qui est vendue ici dans ce magasin. Et ils ne mettent pas le nom. D'accord. Comment est-ce possible de... Le nom de cette écrevisse c'est quoi? Trochomarus clarkii, l'écrevisse de Louisiane. Ça c'est l'écrevisse de Louisiane qui fait beaucoup de dégâts chez nous. Cette écrevisse vient donc des États-Unis. Elle est porteuse de maladies qui tuent nos écrevisses indigènes. Mais elle est listée sur la liste européenne. Et aux Pays-Bas, c'est un peu fléau. Ici, on est clairement hors la loi, là. Oui. Je vous en offre une? L'écrevisse peut pondre jusqu'à 500 œufs. Mieux vaut donc ne pas la relâcher. Au comptoir, nous n'aurons ni explication, ni conseil de la part du vendeur, que du contraire. Et c'est une écrevisse belge? Je veux dire indigène ou Non. Ça vient pas d'ici. Ah, ça vient d'où? Pas censé vous le dire normalement. Alors, on peut dire que la pêche a été bonne. On a ici une espèce qui est carrément interdite. Oui, c'est ça. On a les plaques thoraciques qui se touchent, on a le rostre, on a la forme des pinces. C'est simplement une couleur non naturelle, c'est une forme, on va dire, ornementale pour l'aquariophilie, mais c'est bien l'écrevisse de Louisiane. Information confirmée par 2 autres biologistes qui ont analysé l'animal. Nous avons demandé des explications au magasin qui plaide l'ignorance et refuse nos demandes d'interview. C'est une espèce invasive qui pose des problèmes? Oui, c'est vraiment une espèce très problématique, notamment aux Pays-Bas où elle est déjà répandue, où elle creuse des galeries dans les digues. 10 millions d'euros ont déjà été dépensés pour lutter contre l'écrevisse en Europe, un coût payé par la collectivité, on le rappelle donc, par vous aussi. Et puis, il y a ces plantes invasives. L'une d'elles, vendue sur Internet, est bien sur la liste européenne. Nous montrons ces images à la ministre de l'Environnement, Céline Tellier. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ça surprend. Et c'est une écrevisse belge? Je veux dire indigène ou Non. Ça vient pas d'ici. Ah, ça vient d'où? Pas censé vous le dire normalement. Ben voilà, peut-être première réaction. La première réaction, c'est qu'effectivement, je constate ici parfois encore certaines infractions sur le terrain. Ça fait 6 ans que cette espèce, elle est sur une liste européenne. Et en 6 ans, on a l'impression qu'il n'y a rien qui bouge. Ce qui est sûr, c'est que c'est une course contre la montre. Et d'une certaine façon, on se rend compte que la Wallonie a tardé à prendre à bras-le-corps cet enjeu de la lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Le fait d'avoir des espèces, par exemple, végétales exotiques dans les magasins de jardin, etc., les jardineries, on ne voyait pas très bien quel était le souci. En attendant, les choses empirent. La preuve avec nos plantes invasives que nous venons d'acheter. Changement de décor. On va vous montrer ce qui arrive si vous larguez ce genre de plantes dans la nature. C'est un spectacle digne d'une scène de crime. Et le coupable est déjà connu, la berce du Caucase. Sa sève est particulièrement toxique et il faut absolument s'équiper d'une combinaison protectrice pour l'arracher. Monsieur, on voit que vous avez mis vos lunettes de ski, c'est une plante assez dangereuse. Oui, assez dangereuse, oui. Il y a quelques années, je me suis brûlé le ventre, ma salopette, la tirette s'est cassée. J'ai pas pris attention sur le moment même. Le lendemain, j'avais les symptômes de coup de soleil, quoi. 15 jours d'incapacité de travail. Quand même, donc c'est brûlé au premier degré, deuxième degré. Deuxième degré, à cause de la sève de la plante.
En 2010, une étude chiffrait à 4000 le nombre de personnes brûlées par la berce. Une centaine ont dû être hospitalisées. Ben voilà, regardez la tige, on va prendre une tige qui est au sol, voilà, typiquement. Donc ça c'est la tige qui porte la fleur, puis les enfants coupent la tige, et puis font une sarbacane et portent ça à la bouche, etc. Et donc ça c'est un risque très important de brûlure et donc de soins hospitaliers par après, quoi, donc. La berce a été introduite dans les années 40 en Belgique par des apiculteurs attirés par ses grandes fleurs, mais peu regardant sur les dangers ou son potentiel d'expansion. Si elle arrive à produire ses graines, elle en produit énormément. Une seule plante peut en produire plus de 10 000. Et ces graines peuvent rester actives dans le sol pendant une dizaine d'années. On pourra endiguer la berce du Caucase en Wallonie grâce à un budget de 2,5 millions d'euros en 10 ans. Encore faut-il que les propriétaires jouent le jeu. Donc oui, on reste en propriété privée et donc il faut toujours une autorisation pour intervenir sur un terrain. Donc c'est là que le bas blesse pour l'efficacité de la campagne, puisque parfois il y a certains propriétaires qui ne réagissent pas ou pas convenablement. Et ici, des amendes, pour l'instant, ça n'existe pas. Moi, je n'ai pas connaissance. Les agents attendent avec impatience le futur décret wallon. Une loi qui pourrait contraindre les propriétaires à lutter contre les plantes envahissantes ou des contrôles et des amendes pour les magasins qui vendraient des invasifs. Bonne nouvelle, c'est pour bientôt. Au niveau législatif, on a refait passer ça au gouvernement et on avait besoin en fait de cette base légale parce que les contrôleurs ne peuvent pas évidemment aller sur le terrain s'ils n'ont pas une base légale sur laquelle s'appuyer. Au niveau du budget, maintenant moi j'ai demandé de dégager 1 million à 1,5 million d'euros par an pour la lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Et effectivement, on a un renforcement aussi au niveau du personnel. C'est certainement pas encore assez, mais par rapport à d'où on vient, très clairement, on a largement augmenté les moyens et la préoccupation par rapport à cet enjeu. Les choses semblent enfin bouger au niveau politique. Il est temps d'agir car la situation devient hors de contrôle. C'est du dense ici. Ouais, elles sont énormes, quoi. Ce qui inquiète nos experts, ce sont ces massifs énormes de renouées du Japon. Et elles poussent tellement vite que les autres n'ont pas le temps de prendre leur place. Ouais, tu vois, en tout cas, à bazar comme ça, on ne sait plus faire grand-chose. Et il ne faut surtout pas faucher dedans parce que ça va la stimuler. Oui, elle va s'étendre. Et ça va encore s'étendre plus, quoi. La renouée du Japon a été introduite au XIXe siècle en Europe comme plante ornementale. C'est devenu l'une des espèces végétales les plus préoccupantes de la planète. Au niveau mondial, sa gestion a déjà coûté 544 millions d'euros depuis 2003. Ici, il n'y a donc rien à faire, les plantes sont déjà trop grandes, les racines plongent à 7 mètres de profondeur. Ça coûterait trop cher d'excaver les terres. Mieux vaut donc s'occuper des jeunes pousses. Les inondations de 2021 ont propagé les racines de renouée du Japon partout le long de la Vesdre et les jardins des riverains ne sont pas loin. Comme quoi, faut pas grand-chose pour ça. T'as vu, c'est dingue, quoi. Il n'y a presque pas de racines. Donc t'as toute cette tige-ci qui est partie à partir du petit bout de rhizome. L'opération coûtera 400 000 euros cette année. La renouée s'adapte bien à nos climats. Ses feuilles sont 2 fois plus grandes chez nous qu'au Japon. Si on regarde les feuilles, elles sont peu consommées par les insectes. Il y a très peu de déprédation, très peu de maladies. Alors qu'au Japon, il y a tout un cortège d'organismes qui vit aux dépens de la renouée, qui consomment la plante, qui consomment les fleurs, les feuilles, les rhizomes dans le sol. Et tous ces organismes participent à maintenir, si on veut, un peu la plante sous contrôle. Et ici, ces organismes ne sont pas présents, il n'y a pas d'ennemi naturel et elle est hors de contrôle. Ici, si on ne l'avait pas arrachée, dans quelques années, elle aurait pris de l'ampleur pour atteindre, au cœur de l'été, jusqu'à 3 mètres de haut. Après, il sera trop tard. Elle sera plus difficile à enlever et les coûts d'excavation sont exorbitants. Un exemple, la ville de Charleroi a décidé d'étendre le Ravel sur cette zone, entre le chemin de fer et la route. Mais ici, la renouée forme une véritable forêt vierge
il faudra 200 000 € pour en venir à bout, enlever les terres et les traiter soigneusement. Les espèces invasives vont nous coûter de plus en plus cher. Il va falloir vivre avec. On aurait voulu vous proposer un happy end pour terminer cette enquête. Mais la réalité est tout autre. On a commencé un peu tard, en sachant qu'on a un certain nombre d'espèces différentes à gérer, parce qu'il y a des tas de problèmes aussi, donc moi je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. On a essayé de contrôler cette population jusqu'à l'éradiquer, on n'a jamais réussi. Plus on attend, plus on aura des problèmes, voire c'est impossible à contrôler. Et donc le gros challenge, c'est de convaincre les décideurs de mettre de l'argent et d'investir dans la prévention. Et tout ça, il n'y a pas de miracle, il faut des hommes et des femmes qui travaillent sur le terrain. Une étude comparait les invasions biologiques aux catastrophes naturelles, une catastrophe silencieuse dont les coûts devraient se multiplier par 3 tous les 10 ans.